Bonjour Nathalie Anne Croft, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, Suzanne Lavigne. Et toi? Oui, ça va bien. Aujourd'hui, on va aborder un autre volet qui s'appelle les croyances. Alors, je vais commencer tout de suite la présentation pour que tu puisses enchaîner. Alors, les croyances d'affaires. Alors, vas-y, je te laisse la parole. Alors, pourquoi on aborde les croyances? C'est parce que ça fait partie de la culture d'entreprise. Et souvent, moi, je dis, dans la culture d'une entreprise, il y a du dur et il y a du mou. Alors, les croyances, ça fait partie des comportements qu'on a, mais on ne les a souvent pas identifiés, malheureusement. Donc, j'amène souvent les clients à les définir. Pourquoi? Parce que c'est très important. On commence par la vision pour la culture. La vision, c'est le rêve. Okay? Si une relève n'a pas de rêve, n'a pas de vision, honnêtement, le jour où le rêve du chef d'entreprise sera terminé, ben, on ne se renouvellera pas finalement. Alors, c'est très important que la relève ait une vision pour l'avenir. Ensuite, la raison d'être, c'est à quoi sert l'entreprise? Hein? C'est quoi sa mission d'entreprise? Donc, la raison d'être, on va la définir un peu parfois comme une mission. Les valeurs et les croyances. Okay? Je vais faire la différence entre les deux. Les valeurs, c'est un mot. Les croyances, c'est une phrase. Mais les deux, ça aligne les comportements. Okay? Donc, c'est tellement intégré qu'on s'en rend même plus compte. Okay? Alors, on va essayer de séparer dans cette conversation-là, on va essayer de séparer différents niveaux de croyances, mais qui impactent l'entreprise dans son ensemble. C'est comme si on essayait de définir quelque chose qui est très diffus dans la société, mais que au Québec, il y a des choses qu'on sait, ça fait longtemps que ça existe et qu'on commence à changer, mais c'est des croyances communes, alors qu'on peut les intégrer puis les ramener dans l'entreprise à ce moment-là. Tout à fait. Une croyance, c'est comme une valeur. On peut y avoir adhéré, mais on peut changer. Si la croyance ou la valeur est négative pour nous, on s'en rend compte, on fait une prise de conscience, on peut changer de valeur. Ce n'est pas quelque chose qui est là à vie, ce n'est pas un ADN d'un individu qui va jusqu'à sa mort. Non, ça se modifie. Okay? On voulait te présenter sous 4 angles. Les valeurs sociales qui sont propres à chacune des sociétés, là. Les valeurs familiales, parce qu'on a beaucoup d'entreprises familiales quand on fait de la relève, et là, ça a un impact, les valeurs familiales. Il y a des valeurs dans l'entreprise, puis il y a des valeurs individuelles, c'est-à-dire pas des valeurs, mais des croyances. Tout ce temps-là, c'est des croyances qu'on parle. Alors voici, on va commencer par des valeurs sociales au Québec. Bon, c'est sûr que les Européens ou les Marocains, ils la connaissent peut-être pas, cette croyance-là, mais longtemps, notre côté judéo-chrétien nous a dit on est né pour un petit pain, les Québécois. Okay? Les francophiles, les Canadiens français. Alors, disons que nos parents ont adhéré à cette croyance-là. Ça veut dire qu'ils laissaient la place dans les affaires aux anglophones. Ça pourrait être un peu ce genre de choses-là. Donc, en fait, on n'aspirait pas nécessairement à être en affaires ou faire des études universitaires c'était dans mal les vu. années 30. Tu sais? C'était mal vu un peu. Puis il y a eu un moment où on a fait la Révolution tranquille et les Québécois ont pris de la puissance parce que grâce à cette Révolution tranquille-là, à travers l'État, ils sont devenus en charge de toutes sortes de mécanismes pour nous prendre, nous les Québécois, en charge. J'ai une question, Suzanne. Voyons donc, la Révolution. La Révolution tranquille. C'est quelle année? En fait, c'est à partir des années 60 jusqu'à... nous, on a traversé l'année 1968, qui a été majeure partout au monde. Oui. Nous autres, on a commencé ça en 60, au moment où un premier ministre qui a eu le haut du pavé pendant des années, qui faisait les choses d'une certaine façon, est décédé. Et là, on a vu un nouveau gouvernement rentrer, puis un nouveau parti qui a dit... qui a lancé un slogan, c'est le Québec aux Québécois, et puis là, il a vraiment parti à ce moment-là. Et là, vous voyez, je voulais avoir cette précision-là parce que vous voyez, la croyance a basculé, a commencé à basculer à partir des années 60. Merci. Maintenant, c'est think big. On sait qu'on a droit au haut du pavé maintenant. Puis, on le fait sous toutes sortes de formes, parce que parmi nos fleurons, on a le Cirque du Soleil, qui est parti tout petit, puis qui est maintenant partout. Il y a de la difficulté dans le moment à cause de certaines circonstances mondiales, mais ce sont des entreprises qui sont parties de peu et qui ont un rayonnement. On a aussi des chanteurs et des gens qui ont un rayonnement en culture. CGI.
CGI qui a des usines, qui a des places d'affaires, qui a partout. des pôles au Maroc, en France, un peu partout dans le monde. Mais CGI, bon, je parle de lui parce qu'il vient de ma région. Donc, je fais toujours un peu la promotion du Saguenay, moi, à travers mes vidéos. Alors, c'est pour démontrer que les gens ont basculé et ils ont eu l'éveil que l'entrepreneurship, c'était aussi accessible aux francophones. Donc, think big, Oui, l'expression. tout à fait. Ensuite, dans les croyances sociales, l'achetons local, récemment, c'est pris toute son ampleur. Puis par opposition à ça, on en a qui ont dit Make America Great Again. Mais Tu oui, c'est une croyance, la croyance favorite de Suzanne. oui, c'est ça. En fait, on croit à l'achat local, mais son côté le plus négatif devient Make America Great Again, où Oui. on ne sait pas pourquoi tout à coup c'est venu, parce que l'Amérique n'est pas nécessairement déficiente, là. Elle est toujours correcte, mais il se C'est du percevait déjà. populisme, là. On tombe dans le populisme, tandis qu'achetons local, on est plus dans le concept de l'autosuffisance. Hein? Oui, Bon, tout à fait. alors, Et ça, c'est des croyances qui sont sociales et ça va influencer le milieu des affaires. Et oui, ça influence beaucoup le milieu des affaires parce que ça encourage les achats locaux, ça encourage nos entreprises. Et puis après ça, on va passer dans d'autres valeurs, celles-ci des croyances familiales. ah oui, ben ça, c'est celle de mon père qui disait on est trop pauvre pour acheter cheap. Alors, à l'époque, mes parents ne venaient pas du même milieu et puis ma mère achetait beaucoup plus, je veux dire, ils étaient pas très à l'aise, donc elle achetait bas de gamme et mon père, il lui disait on est trop pauvre pour acheter cheap. Donc, la durabilité pour lui, parce qu'il venait du monde agricole, et c'était très important de la durée, la qualité Mm. Et des ça a biens. marqué votre entreprise Tout à familiale. fait. Oui, chez nous, on achetait de qualité. On Oui. n'achetait pas le plus cheap, le moins cher. Hein? Ouais. L'autre âge, c'est l'argent ne pousse pas dans les arbres. Fait que ça, c'était d'un groupe de population qui disait, tu sais, il Oui, faut travailler fort pour gagner notre argent. Alors, il disait, oui. l'argent ne pousse pas dans les arbres, puis tu sais, tu ne pourras pas avoir ceci, contente-toi. Tu sais, c'était vraiment un adage assez particulier parce que l'argent, on n'en avait pas tant que ça, les Québécois, à ce moment-là. Exact. Mm. Celui-ci. Ah ben oui. Là, j'ai deux croyances qui viennent de mes clients. Alors, il y en a un qui disait, faire de l'argent, ce n'est pas négociable. Alors, eux, là, ils étaient dans une industrie cyclique. Alors, moi, je disais, il y avait une entreprise accordéon. Alors, ils devaient se contracter parfois parce que c'était cyclique et parfois ils se déployaient, mais ils disaient toujours faire de l'argent, ce n'est pas négociable. Ça veut dire que même quand ils se rétractaient, ils faisaient de l'argent parce que toutes leurs décisions d'affaires étaient basées sur il faut de la profitabilité. Mhm. Par opposition, j'avais des clients qui disaient faire de l'argent, ce n'est pas important. Hein? Suzanne, on sait pertinemment que on peut dire ça, on peut le penser quand c'est notre argent, mais quand c'est celui de la banque, ils n'aiment pas tellement ça comme croyance, premièrement. Deuxièmement, quand on planifie la relève, souvent on planifie sa retraite. Alors, les gens qui ont eu cette croyance-là, faire de l'argent, ce n'est pas important. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises que les chefs d'entreprise s'aperçoivent qu'ils sont pauvres pour leur retraite. Mm. Ils ne Alors peuvent là, pas ils sont passer à dans d'autres un… générations, ils doivent rester dans l'entreprise parce que Oui, tous leurs avoirs sont là. Et ça, oui. c'est un défaut qu'on retrouve énormément dans nos Eh oui, entrepreneurs. ils ne décrochent pas. Ils ne Ouais. décrochent pas. Ils n'ont pas d'indépendance financière parallèle à l'entreprise. Donc, Oui. l'actif qui s'appelle l'entreprise est le plus gros morceau de leur patrimoine. Donc, souvent, ben, ils sont obligés de continuer à travailler, ils surveillent leurs avoirs parce qu'ils ont peur. Hein? Donc, Et dans la puis, gestion ils de risque, ça empêchent des fait… décisions. Ils empêchent des Oui, décisions parce qu'ils ont donc, peur que oui, le financement va empêcher les jeunes de payer leurs actions puis de leur redonner de l'argent tout qui à les… fait. Alors là, ils veulent à recevoir des dividendes plutôt qu'augmenter les emprunts pour justement investir pour de la croissance ou du nouvel équipement. Alors, ils sont dans une dualité financière parce qu'avant, je te dirais qu'ils ne savaient pas. Fait que là, maintenant qu'ils savent, ça modifie complètement leur comportement et Oui, leurs décisions d'affaires. tout à fait. Et ce n'est pas toujours agréable. Celui-ci, c'est intéressant puis, parce que tu opposes deux idées qui sont Oui, tout aussi valables l'une que l'autre. Le client a oui, toujours raison, oui. puis l'autre. Et le client est au centre de nos préoccupations. Alors, souvent, quand on dit client a toujours raison, ça veut dire que
je ne sais pas, le client va dire quelque chose, on dit oui immédiatement. Mais parfois, dire oui, ce n'est pas aider le client. Hein? Parfois, il faut démontrer au client les enjeux. Parce que des fois, dire non, c'est mieux, c'est travailler pour le client. Je vous donne un exemple. Un jour, j'ai eu un client qui me raconte, un employé dit, puis il était une entreprise où il y avait plusieurs places d'affaires dans le monde, donc il faisait de l'expédition par container. Fait qu'un client leur demande, je ne sais pas, d'ajouter un article dans le container, mais là, l'employé au service à la clientèle, il dit, on ne peut pas parce que le container est fermé. Alors, le chef d'entreprise apprend ça. Okay? Il dit, c'est parce que là, nous, ici, le client est au centre de nos actions et de nos préoccupations. Tu vas ouvrir le container, tu vas mettre l'article et tu vas refermer le container et refaire la procédure. Alors, vous comprenez? Donc, c'est une éducation que parfois le client peut être traité différemment par rapport à la croyance. Une de mes croyances, moi, c'est la suivante. Hein, Suzanne? Non, ce n'est pas celle-là, mais ce n'est pas grave. J'en reparlerai, je ferai le lien. Alors, une de mes croyances, c'est le client n'a pas toujours raison. S'il veut l'heure avec sa montre, qu'il regarde sa montre. Parce que moi, si le client m'appelle, c'est pour avoir mon opinion. Hein. Alors, on a des croyances individuelles aussi, hein, au-delà des entreprises. Hein. Combien de fois on entend ça? L'argent ne fait pas le bonheur. Ma mère disait, elle, il ne fait pas le bonheur, mais il fait bien les commissions. Mais ça, c'est des croyances individuelles. Alors, quand tu as quelqu'un comme ça qui pense que ça ne fait pas le bonheur, on est souvent en manque, tu sais, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Ah, ça, c'est aussi un de mes clients qui disait ça. Il dit, moi, j'aime gérer avec un coffre de guerre. Donc, lui, c'est quelqu'un qui avait on met ça dans les croyances d'affaires, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui avait une indépendance financière parallèle. Et dans son entreprise, lui, il disait, moi, j'aime ça, un coffre de guerre. Fait que c'est bien beau les marges de crédit, mais moi, je veux absolument qu'on prenne toutes nos escomptes. Puis, je veux en plus d'avoir un coussin. Fait que ça ne me dérange pas d'avoir des liquidités parce que j'aime ça avoir un coffre de guerre pour profiter des occasions d'affaires, soit en investissement, soit des opportunités d'affaires d'acquisition, mais aussi quand faire face aux coups durs. Prendre des escomptes de paiement. Alors, lui, il aimait ça, gérer avec un coffre de guerre. Celle-là, je l'ai entendu souvent le dire. Oui, je ne finance pas plus riche que moi. Ça, c'est une autre de mes croyances et ça se termine toujours par sois assuré que je vais te collecter. Parce qu'au Québec, on collecte nos clients, c'est-à-dire qu'on fait le suivi de nos comptes à recevoir. Hein? Alors, je ne finance pas plus riche que moi et compte tenu que tous mes clients sont plus riches que moi en pratique de transmission d'entreprise, je leur expliquais la différence entre une valeur, hein, mon engagement, c'est-à-dire si je prends ton mandat, sois assuré que je te mène à bon port. Si tu es désengagé, je vais moi-même me désengager. Ça, c'est une valeur. Maintenant, ma croyance, c'est je ne finance pas plus riche que moi, donc sois assuré que je vais te collecter. Alors, ça me permettait d'expliquer au client que j'allais transférer sa culture d'entreprise. C'est ça, la relève. C'est ça, la transmission. C'est transférer une culture d'entreprise et transférer une propriété d'entreprise. Et ça, les deux sont aussi importants l'un que l'autre. On s'est fait une petite définition, hein, Suzanne? Oui, c'est ça. Une croyance, c'est un conditionnement. Donc, un conditionnement qui nous permet d'avoir des comportements. C'est pour ça que j'amène les chefs d'entreprise à définir leurs croyances d'affaires, parce que c'est pour définir les comportements qu'ils veulent que les gens adhèrent. Plutôt que ce soit, tu sais, des politiques et des procédures, c'est froid. C'est pas mobilisant, ça. C'est pas inspirant. C'est froid, c'est un papier, c'est une règle. Bon. Tandis qu'une croyance, ça vient du cœur, ça vient de soi. C'est mobilisant. Donc, c'est important de les définir pour que les collaborateurs adhèrent à des comportements qui sont en ligne avec ce qu'on vise,
C'est difficile de faire changer une croyance à quelqu'un. Plus tu prends de l'âge, plus c'est difficile de faire changer cette croyance-là. Puis il y a aussi un facteur de génération. Il y a la génération des traditionalistes voulait léguer quelque chose à leurs enfants. Les baby boomers, c'est pas tout à fait ça. Ils veulent se servir de leur argent. Alors, tu sais, il y a comme deux croyances différentes là, de génération qui vont affecter le patrimoine de transmission quand on transmet l'entreprise. Là. Les traditionalistes prenaient presque pas de salaire pour pouvoir dire que je lègue une entreprise en bonnes conditions. Mais ce faisant, n'ont pas mis d'argent dans leur rire, n'ont pas créé de richesse personnelle. C'est important, le conditionnement est très important. Alors, finalement, au bout du compte, ce qu'on dit, c'est que toutes ces valeurs-là, tous ces points-là qui forment la culture, il faut parler des croyances parce que ça influence les comportements. Hein, oui, puis je l'ai rarement vu, moi. Honnêtement, je ne sais pas que je l'ai rarement vu. Je ne l'ai jamais vu en 20 ans de pratique que des professionnels faisaient développer les croyances du chef d'entreprise. Et si les gens développaient leurs valeurs, leurs croyances, et c'était très clair, on aurait moins de conflits parce que la plupart des conflits que j'ai vus, moi, c'est des valeurs de croyances et des chocs de valeurs et des chocs de croyances. Parfois, on ne partage pas la même vision. Parfois, c'est des chocs de personnalité. Mais la vraie cause, là, c'est la racine du mal, c'était les valeurs et les croyances. Et les croyances. C'est important de les définir parce que c'est tellement à l'intérieur de l'individu qu'il y a de la difficulté à le définir. Ça fait que si tu as de la difficulté à le définir pour toi-même, comment tu fais pour passer le message adéquatement? Je trouve que c'est beaucoup plus inspirant aussi que des politiques, des procédures, des règles qui viennent de l'extérieur, hein? Qui ne sait pas En fait, il y a toute une... Tu sais, dans l'autre génération avant, le temps, c'est de l'argent. Les gens pensaient qu'il fallait qu'ils soient dans l'entreprise pour que ça fonctionne 7 jours semaine, très présent. Et puis, les jeunes arrivaient là-dedans puis ils disent, ben nous, on veut un équilibre travail-famille. On ne veut pas toujours être là. Ça occasionne des divorces, ça occasionne des dissensions dans un couple. Alors, c'est une croyance que la nouvelle génération n'a pas nécessairement. Non. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas autant présents dans l'entreprise. Ah non, ils travaillent différemment. Je dirais qu'ils travaillent avec plus de valeur ajoutée. Alors, moi, je me souviens, mon père qui disait, il faut ouvrir la shop, il faut la fermer. Fait que là, c'est parce qu'il n'y a pas eu de vie non plus. Il travaillait 12 heures par jour, au moins 6 jours par semaine. Ce qui fait que l'équilibre travail-famille, on n'a pas vu notre père et de la génération de mes parents. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont des regrets d'avoir négligé leur famille. Alors, cette génération-là qui ont été négligées, ils ne veulent pas ça pour leurs enfants. Pour leurs enfants. Alors, ce sujet-là, des croyances, des valeurs, des besoins, c'est une réflexion qu'il y a dans le guide. Hein? Parce que on vous ramène toujours au guide, c'est pas pour en vendre des tonnes de copies, non, c'est pour que les gens se posent les bonnes questions. Parce qu'il y a une partie introspection dans la transmission. Pour le chef qui va quitter, trouver un nouveau sens, et pour la relève, de savoir dans quoi il va s'engager. Tu comprends? Pour adhérer aussi à cette culture-là. Okay? Avant de vouloir passer la gratte et tout ressemer, là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas faire ça. Ça s'appelle un start-up. On se prend une entreprise, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, un chef d'entreprise, c'est un déviant qui n'accepte pas les règles des autres et il décide de faire les siennes. Quand on est une relève, on ne peut pas faire ça. Hein? On ne peut pas partir à zéro. Il faut bâtir sur ce qui est déjà là et le transformer tranquillement. Okay? Sinon, il va y avoir un choc de culture et de valeurs qui viennent des valeurs et des croyances. Et dans les fusions-acquisitions, il y a à peu près 70% d'échecs à cause de ça, des chocs de culture. Okay? C'est vraiment ça. Et dans les vérifications diligentes, ils ne vérifient pas toujours ça et les gens quittent les meilleurs éléments souvent. Alors, Suzanne, ça a été un plaisir de discuter avec toi, comme toujours. Sur les croyances cette fois-ci. Alors, merci Nathalie. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.